Bonjour à toutes et à tous. On pense souvent que le solfège est un ensemble de règles rigides pour écrire et lire la musique et que ces règles ont toujours existé. Parcourez dans cette série les notions les plus simples de la théorie musicale pour redécouvrir avec moi toute la richesse de ce curieux solfège. Une des toutes premières définitions que l'on apprend dans le solfège, presque de façon scolaire, est celle de la portée. La portée est la réunion de 5 lignes et de 4 interlignes sur lesquelles on va disposer les notes, donc à la fois entre les lignes et sur ces lignes pour désigner différentes hauteurs. Vous voyez sur cet exemple une hauteur dans une certaine position, ici en l'occurrence la première ligne, et puis si on monte d'un cran, on va se trouver entre la première et la deuxième ligne. En montant d'un cran encore, on va se trouver sur la deuxième ligne, etc. Cette définition n'est évidemment pas toujours vraie. Voici 6 particularités sur la portée. La portée n'a pas toujours 5 lignes, elle peut en avoir moins, c'est d'ailleurs le cas à l'origine de son invention, où on a une simple ligne qui donne la hauteur de la note principale dans un mode donné au Moyen-Âge. Rapidement, on va trouver des portées à 4 lignes dès le XIe siècle, et ce pour de nombreux siècles. Ces 4 lignes suffisent largement pour noter l'ambitus d'une voix donnée dans le chant grégorien. On n'a pas besoin d'aller plus dans le grave ou plus dans les aigus à cette époque. D'ailleurs, le chant grégorien est encore noté aujourd'hui sur une portée de 4 lignes. On peut trouver des portées de plus de 5 lignes, à savoir 6 ou 7 lignes selon les périodes de l'histoire de la musique. C'est le cas notamment au XIVe siècle italien, ce qu'on appelle le Trecento, ou également très souvent au début du XVe siècle. Vous voyez ici par exemple une portée à 6 lignes tirée du Codex Escorial au début du XVe siècle. On ajoute simplement 1 ou 2 lignes sur la pratique normale en fonction de la tessiture demandée pour les chanteurs. Si la distance de la note la plus grave à la plus aiguë d'un passage musical est plus grand, on va avoir besoin d'une portée un peu plus grande. On trouve le même type de fonctionnement dans la musique pour clavier, notamment celle pour orgue que vous voyez ici, et qui est écrite sur 7 lignes, contrairement à aujourd'hui où on va utiliser 2 portées de 5 lignes chacune. Aujourd'hui, la portée est tracée en noir sur un papier blanc, mais ça n'a pas toujours été le cas. On peut trouver 1 ou 2 lignes en couleur, c'était notamment la solution proposée par Guido d'Arezzo vers 1030, donc c'est l'inventeur de la portée. L'idée était d'indiquer l'emplacement des demi-tons plus facilement, à savoir avec une couleur. En dessous de la ligne en couleur, on avait un demi-ton au lieu d'un ton. Et donc, par convention, on avait très souvent la ligne qui indique le Fa en rouge et celle qui indique le Do en jaune. Ce système extrêmement intuitif pour les chanteurs et les enfants qui apprennent le solfège a été utilisé sur un peu plus d'un siècle et puis a été abandonné. Les instruments à clavier comme l'orgue, le clavecin, le piano sont en principe notés sur un système de 2 portées de 5 lignes comme vous voyez ici. Ce système à 2 portées d'égale grandeur est une invention assez récente dans l'histoire de la musique et pendant plusieurs siècles on a fait autrement. Vous voyez ici une écriture typique du XVIIe siècle pour clavier, une pièce de Frescobaldi où on va trouver 6 portées à la main droite et puis 8 portées à la main gauche. L'idée est évidemment d'éviter le plus possible des petites notes supplémentaires au-dessus ou au-dessous de la portée. On trouve au baroque des systèmes qui vont d'ailleurs jusqu'à 6 lignes à la main droite et 8 lignes à la main gauche. Donc vous voyez qu'ici on a besoin de 2 clés à cette main gauche pour pouvoir écrire l'ensemble de la tessiture utilisée. La portée moderne implique un certain nombre d'échelons qui se trouvent sur la ligne, dans l'interligne, sur la ligne, dans l'interligne, etc. pour monter d'un cran ou descendre d'un cran. Dans les premières apparitions de lignes parallèles pour désigner des hauteurs, à savoir principalement dans la théorie musicale à la fin du IXe siècle, on ne trouve pas du tout ce système-là. On va trouver plusieurs lignes qu'on appelle cordées qui signifie une hauteur sur chacune des lignes, ce qui veut dire en gros qu'on n'a pas de hauteur qui peuvent se trouver entre 2 lignes, contrairement à aujourd'hui. Vous voyez un exemple ici de cette notation qui est tirée d'un traité Musica Enchiriadis du Xe siècle. Vous trouvez 5 lignes, il y a donc 5 hauteurs possibles sur la première ligne, deuxième ligne, etc. Ce système demande évidemment un peu plus de place pour noter certaines hauteurs et donc à partir du XIe siècle, on va adopter le système où les hauteurs sont possibles aussi entre les 2 lignes, donc dans l'interligne.
Les notes sur la portée, comme dans l'écriture alphabétique, se lisent de gauche à droite. Il y a de nombreuses exceptions, à commencer par la musique contemporaine qui utilise des notations spéciales, parfois qui sont même des partitions graphiques comme ici. Vous trouvez également de nombreux canons énigmatiques qui impliquent que le musicien lise la musique de droite à gauche, c'est-à-dire à l'envers. L'exemple le plus célèbre est peut-être un exemple de Bach dans son offrande musicale avec un canon cancrisance. Vous voyez ici, vous avez 3 lignes avec une clé au début et puis à la toute fin, vous avez une clé à l'envers. À savoir qu'un musicien lit à l'endroit, de gauche à droite et de haut en bas, et puis le deuxième musicien va lire exactement le contraire, à savoir depuis le bas jusqu'en haut et puis depuis la droite jusqu'à la gauche. Vous voyez par ces quelques cas emblématiques que la portée n'est pas une simple notion théorique mais bien un objet avec une histoire et une évolution propre. Je vous remercie de votre attention. Pour soutenir la chaîne, vous pouvez vous abonner ou laisser un commentaire. À bientôt.